comment établir la concordance des résultats. Alors, je vous ai fait un tableau, bien entendu, qui marche tout le temps, pas une fois de temps en temps quand ça me fait plaisir pour un exemple qui va bien, tout le temps vrai. Bien sûr, là, il y a des éléments qui sont à intégrer là-dedans, dont je vous parlerai dans des cours spécifiques, rien que pour ça. Mais je vous donne déjà la procédure. Regardez bien. Je pars du résultat analytique obtenu en comptabilité analytique pour arriver au résultat de la compta gênée. C'est bien ça, la concordance des résultats. Donc, je pars du résultat analytique obtenu en CAE. Donc, c'est les produits pris en compte en CAE moins les charges prises en compte en CAE. Est-ce que tout le monde est d'accord? Regardez bien. Je dis plus les charges supplétives. Oui, malheureusement, la plupart d'entre vous, vous auriez mis moins. Oui, pour comprendre ça, oui, vous auriez mis moins. Non? Plus? Oui, parce qu'il y a un étudiant sur deux qui met moins. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quelle est la raison? Pourquoi c'est plus et c'est pas moins, les charges supplétives? Eh oui, parce que nous, les charges supplétives, on les a intégrées dans le résultat analytique. Donc, vous vous souvenez quand même du principe de base. Plus j'ai de charges, moins j'ai de résultats. Donc ça veut dire que si en comptabilité analytique, dans mes calculs pour obtenir le résultat, j'ai intégré des charges supplétives, ça veut dire que de ce fait, le résultat analytique est forcément plus petit que le résultat comptable. Donc, si je veux passer de l'un à l'autre, je suis bien obligé de rajouter les charges supplétives et pas les retirer, bien entendu. Première chose. Ensuite, plus facile à comprendre. Moins les charges de la compta gênée non incorporées en comptabilité analytique ou incorporées pour un montant inférieur. Là, c'est plus facile à comprendre. Il y avait des charges exceptionnelles en comptabilité générale. Moi, je ne les ai pas prises en compte en comptabilité analytique. Comme je n'ai pas pris en compte certaines charges, mon résultat analytique de ce fait est plus élevé que celui de la compta gênée. Donc, si je veux passer de l'un à l'autre, il faut que je retire ces charges de mon résultat analytique. Ensuite, plus ou moins les différences d'inventaire. Ah, vous vous souvenez que quand nous avons fait la procédure la dernière fois, je vous ai montré la procédure entière, et quand on abordait les fiches de stock, vous vous souvenez, en CUMP périodique, mais dans les autres façons d'obtenir les fiches de stock, je vous rappelle qu'il y en a 5, les différents inventaires peuvent apparaître également. Et je vous avais dit, à titre pédagogique, on ne va pas rentrer à la seconde, au départ, comme ça, dans le détail des différences d'inventaire. Nous en reparlerons dans un cours spécifique que j'ai écrit et qui s'appelle la tenue des fiches de stock. Eh bien, vous vous souvenez, quand je vous l'ai présenté, je vous ai fait mettre quand même, là, dans le cours, la procédure, systématiquement, même s'il n'y en avait pas dans l'exemple pédagogique, systématiquement, différence d'inventaire et après stock final réel, vous vous souvenez? Eh bien, il apparaîtra potentiellement des différences d'inventaire. Eh bien, si vous faites comme je vous dis de faire pour tenir les fiches de stock, de la façon dont je vous dis de tenir les fiches de stock, les différences d'inventaire, nous les étudierons, apparaîtront en plus ou en moins. Si vous faites ce que je dis, c'est plus ou moins différences d'inventaire qui apparaîtront éventuellement dans les différentes fiches de stock, eh bien vous les insérerez en plus ou en moins telles qu'elles apparaissent dans les fiches de stock à ce niveau-là. Juste une petite remarque que vous compreniez pourquoi on fait ça. Eh oui, parce qu'en comptabilité générale, écoutez-moi bien, en comptabilité générale, les différences d'inventaire, le stock final est calculé à partir du stock final réel. Eh oui, en comptabilité générale, c'est le stock final réel. Oui, mais nous, contrôleurs de gestion, vous vous souvenez ce qu'on a fait? Tous les calculs, je vous remémore la fiche de stock. Stock initial, c'est-à-dire le stock de la dernière fois, qui était un stock final forcément réel. Donc tout le monde est d'accord. La comptabilité analytique est d'accord forcément avec la comptabilité générale, puisqu'on repart à zéro. Plus les entrées. Vous vous souvenez? Mais dites-moi les entrées que
à moi, contrôleur de gestion, enfin les entrées qu'on m'a transmises. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça m'a fait du disponible, et après on a mis les sorties, vous me suivez? Les sorties que l'on m'a transmises. Et ça m'a donné, vous pouvez regarder les fiches de stock que j'ai écrites, stock final théorique. Pourquoi théorique? Parce que moi, tous mes calculs de coûts ont été faits avec des entrées théoriques et des sorties théoriques. Or, s'il y a une différence d'inventaire entre le stock final théorique et le stock final réel, est-ce que vous comprenez qu'en comptabilité, il y a une variation de stock qui est à calculer? Moi, on ne va pas trouver les mêmes. Donc, il y aura une différence. Et cette différence se valorise, bien entendu. Mais on verra ça en détail, plus ou moins, les différences d'inventaire. De la même façon, ensuite, plus ou moins les différences d'imputation des charges indirectes. Ça aussi, on le verra dans un cours spécifique qui s'appelle le traitement des charges indirectes. Pour ceux qui en ont déjà un tout petit peu fait, vous allez comprendre, c'est quoi? Sans dévoiler, parce que là, il faut plusieurs heures pour vous l'expliquer. Mais quand même, ceux qu'on a déjà fait. Rappelez-vous qu'en comptabilité analytique, quand on fait les charges indirectes, il faut qu'on trouve une quantité d'unités d'œuvre et un coût d'unités d'œuvre, c'est-à-dire des unités de mesure permettant de répartir les charges indirectes entre les différents coûts d'achat, coûts de production, coûts de revient. D'accord. Sauf que nous, en comptabilité analytique, ces charges indirectes, on va les imputer en coût d'achat, en coût de production, en coût de revient, en faisant toujours la même procédure, quantité d'unités d'œuvre multipliée par le coût d'unité d'œuvre. Sauf que quoi? Sauf que le coût d'unité d'œuvre, il ne tombera jamais juste. C'est-à-dire qu'on va faire nos calculs en comptabilité analytique avec un coût d'unité d'œuvre qui va être arrondi. Oui, mais en compta gêné, les charges, elles ne sont pas arrondies, elles. C'est le montant exact. Donc il peut y avoir une petite différence entre la totalité des charges indirectes, entre guillemets, qui existent en compta gêné et les charges indirectes dont nous avons tenu compte en comptabilité analytique. Alors évidemment, vous verrez pourquoi je vous dis, et j'espère que maintenant vous allez mieux comprendre ce que je vais vous dire maintenant, on y reviendra. Je vous ai dit, pour les fiches de stock, on travaille au centime. Oui, mais pour les coûts d'unité d'œuvre, on travaillera 4 ou 5 chiffres après la virgule. Et oui, parce que plus je prends de chiffres après la virgule, et en multipliant par les quantités, moins il y aura d'écart entre la réalité et ce que j'aurais imputé. Alors que si je prends à l'euro près, par exemple, d'accord, imaginez que le coût d'unité d'œuvre est de 1,2. Si je travaille à l'euro, je vais mettre 1 euro. Vous vous rendez compte que ça fait 20 centimes d'euros par unité d'œuvre. Si j'ai des millions d'unités d'œuvre, vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait des écarts. OK? On le verra en long, en large et en travers. Et ensuite, évidemment, ce qui est logique, plus les produits de la compta gênée non incorporés en comptabilité analytique. C'est logique. Exemple, des produits financiers, exemple, des produits exceptionnels. Eh bien ça me donne le résultat de la compta gênée. Alors, là, vous comprenez le type d'exo. Écoutez bien. Vous avez plusieurs types d'exo concernant la concordance. Vous avez le plus vicieux, mais rien ne les rebute. Et je trouve ça, moi, particulièrement vicieux, c'est ne pas vous donner le résultat de la compta gênée et vous demandez quand même la concordance. Eh oui, ça c'est méchantas, comme on dit chez nous. Eh oui, parce que vous n'avez aucun moyen de savoir si ce que vous avez trouvé est juste. Ça, c'est pas cool, ça. Mais, je l'ai vu. Deuxième exo, quelque part dans les annexes, on vous dit le résultat de la comptabilité générale est de 1 million. Ah, là, au moins, vous pourrez vérifier avec votre résultat obtenu en compte RE si vous arrivez à 1 million. Donc déjà, soit ça vous rassure, soit ça vous inquiète. J'espère que vous comprenez que le minimum du minimum dans ce cas-là, c'est quand même de faire la différence entre les deux résultats. Et
on est bien d'accord le jour de l'examen, tout dépend de la différence. Si vous avez la différence, quand vous faites la concordance, là, vous avez 1 million, parce que vous savez que c'est ça que vous devez trouver, et que vous trouvez 998 743, bon, faites quand même la différence pour voir si ça ne correspond pas à quelque chose qu'évidemment vous avez oublié, mais enfin, ne perdez pas des heures à chercher, ça ne vaut pas le coup. Par contre, si vous savez que vous devez trouver 1 million, et quand vous faites la concordance, vous trouvez que 100 000, dites-vous que là, ça vaut le coup, là, vous avez oublié, vous comprenez bien. Quelque chose, c'est énorme, on est bien d'accord, hein, d'accord ?